Bonjour Bart De Wever. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la salle de votre gouvernement. Avec plaisir. En quoi êtes-vous différent de tous vos prédécesseurs, de tous les premiers ministres que vous avez parfois tant critiqués? Ouf, ça c'est une question compliquée. Je ne vais pas répondre en termes personnels, mais je dirais plutôt que notre gouvernement a finalement l'ambition de mettre en œuvre toutes les réformes que l'Europe nous demande ou nous préconise de faire depuis 20 ans. Et le seul reproche justifié, je pense, c'est que ce pays aurait dû réformer en profondeur beaucoup plus tôt. On a attendu beaucoup trop longtemps. On est vraiment au bord de la faillite maintenant. Mais ce gouvernement a finalement dit, bon, les réformes, c'est pas facile, ça va inquiéter les gens, et je le comprends, mais on doit le faire si on veut sauver l'état de providence et la prospérité de la Belgique. Le moment est venu de ne plus postposer les choses, mais de les prendre en main. Et ça fait 100 jours que vous êtes en poste. Est-ce que c'est plus compliqué, plus difficile que ce que vous aviez imaginé? La Belgique reste un pays très compliqué, même après le résultat du scrutin l'année passée, où quand même, pour une fois, la situation était claire. Donc, on a eu des gouvernements très instables, avec beaucoup de partis, avec des accords de gouvernement qui n'étaient pas très détaillés, comme le Vivaldi, et les résultats sont désastreux. On a le sentiment parfois que vous subissez un peu les événements, comme si c'était plus compliqué que ce que vous aviez imaginé. Non, 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 non. Je pense qu'on a profité vraiment du mandat clair qu'on a reçu au Nord. Le résultat a été inattendu. J'ai gagné les élections. Je me suis présenté devant les Flamands en disant « je veux devenir Premier ministre, je vais prendre les choses en main ». Mais on a été surpris encore plus par le résultat au sud du pays où, avec la grande victoire de le maire, Georges-Louis Boucher, mais aussi des engagés, pour une fois, on avait un mandat clair aussi pour le changement, et un changement dans la même direction que la direction choisie par les partis du Nord, la NVA en particulier. Donc c'est une belle opportunité de mettre en œuvre des réformes, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on essaye de faire. On peut dire que ça ne suffit pas, et je suis plutôt d'accord. C'est déjà une montagne de travail qu'on a décidé dans l'accord de gouvernement, et le mettre en œuvre, c'est déjà un travail titanesque, mais je suis d'accord que ça ne va pas suffire. Donc on devra travailler pendant 10 ans, et ce gouvernement va devoir travailler dur jusqu'au dernier jour. Chaque budget sera un effort énorme pour améliorer le solde budgétaire. On va revenir sur les différents obstacles encore à venir pendant ces 4 prochaines années. Mais un mot quand même encore sur le style de votre mandat de Premier ministre. J'ai épinglé quelques photos sur les réseaux sociaux. Vous nous montrez comment vous allez chez le dentiste, comment vous achetez des pâtes sur une aire d'autoroute en revenant d'une mission. Ouais, ça c'est sur Facebook. Ça veut dire que vous êtes un citoyen comme tout le monde. Vous avez peur parfois d'être un peu déconnecté, justement. La fonction de Premier ministre, on dit souvent que ça démagnétise un peu l'homme politique, quoi. Bon, je pense que j'ai beaucoup de défauts humains, comme tout le monde, mais un défaut que je n'ai pas, c'est que je suis facilement séduit par la grandeur d'une fonction. Je viens d'une famille simple, et je pense que je suis un homme qui préfère la vie simple. Et sur Facebook, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de montrer ma vie personnelle un tout petit peu. Je cherche un peu d'humour, hein. Ce sont plutôt des blagues. J'ai déjà constaté comme Premier ministre que c'est compliqué de faire des blagues. On m'a nommé déjà l'homme le plus humoriste de l'Europe, ce qui n'est pas difficile en Europe, d'être le plus humoriste de la bande. Mais je dois faire attention à ça. Parce que le contexte politique reste tendu, avec une mobilisation contre vos réformes. Oui. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous entendez? Comment vous analysez justement ces différentes grèves qui ont jalonné les différentes semaines, et il y en a d'autres à venir? J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui s'inquiètent des changements qui touchent à leur situation. Je comprends. Donc, si on a des systèmes dans le secteur public, par exemple, qui sont très favorables en termes de pension, et le gouvernement dit « ce n'est plus tenable, donc on va changer votre situation ». Vous parlez des magistrats, par exemple, qui ont mené des actions, notamment à cause de la réforme des pensions. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, dites. Le goutte d'eau qui fait déborder le vase. Allez, il touche les pensions les plus élevées de toute la Belgique. Comme moi, je suis un politique, je suis ici depuis longtemps, donc je vais toucher aussi le maximum. Ce sont des pensions qui vont jusqu'à 8 000 € par mois. C'est beaucoup. Donc à ce moment-là, si on doit réformer pour garder la viabilité de la sécurité sociale, et on a des épaules larges, et on n'est pas capable de dire « ok, je laisse tomber un tout petit peu ». Donc l'index pour les prochaines années, ce ne sera pas 140 €, mais ce sera 40 € chaque fois. Donc je perds quelques centaines d'euros sur une pension de 8 000. Si on n'est pas capable de dire ça, il faut m'expliquer où je dois trouver
la volonté dans la société d'accepter des économies si les épaules les plus larges rejettent une économie qui est, je pense, acceptable, comme c'est la fin du monde, quoi. Face à ces critiques, face à leur mobilisation, vous avez dit le procureur du roi de Bruxelles, c'est parce qu'il est étiqueté socialiste que justement il est en colère. Est-ce que c'est pas remettre en cause l'état de droit, ça ? Ça, c'est un exemple d'une mauvaise blague. Donc, j'ai un peu rigolé l'action du magistrat qui dit maintenant, je laisse tomber tout et je vais me focaliser sur la corruption du monde politique. Julien Moigny, le procureur du roi de Bruxelles. Oui, et je me suis dit, la corruption du monde politique à Bruxelles, le PS, il aura du travail pour le reste de sa vie. Mais je n'ai pas voulu attaquer cet homme. Et bon, séparation des pouvoirs. Si je l'ai fait, je m'excuse et je retire ces mots. Mais si vous regardez l'interview, c'était clair que c'était une plaisanterie. Mais parlons justement. Je suis conscient que je dois faire attention avec les plaisanteries. Et on note justement que vous épingliez cette faute, en tout cas, de langage. Revenons sur la réforme des pensions. Beaucoup de citoyens s'inquiètent, se demandent, se posent des questions sur quand est-ce qu'elle va rentrer en action. Il y a des gens qui sont proches de la pension. Le système de malus qui pourrait rentrer en vigueur pose des questions. Comment vous les rassurez ? On a prévu des périodes de transition, hein. Donc la dernière mesure qui va pleinement être mise en œuvre dans les réformes de pension, c'est dans l'année 62, je pense. Donc on ne peut pas dire qu'on a immédiatement coupé dans les droits des gens, on a prévu des périodes de transition. Et il y aura encore des négociations possibles ? Ceci dit, ce qu'on fait, c'est rien autre que de faire correspondre le droit social de ce pays avec le droit social dans les pays européens, comme ça existe partout. Le bonus-malus, ça existe partout en Europe. Seulement chez nous, il n'y avait que le bonus. Mais ça me semble normal, si on ne travaille pas dans sa vie, qu'on ne reçoit pas de bonus et qu'on doit accepter un malus. Mais il y a la situation de certaines femmes qui ont des carrières fracturées, qui du coup arrivent en fin de carrière, elles ne peuvent pas changer justement leur trajectoire de vie. Est-ce qu'il y a quand même des aménagements possibles ? Vous dites, on va pouvoir lisser des choses. On ne veut pas des conséquences qui ne sont pas souhaitables. Donc on a toujours dit, on est ouvert à la concertation sociale. Pour toucher à un malus, il faut une carrière de 30... pour ne pas toucher à une malus, il faut une carrière de 35 ans. Je pense que c'est possible, mais si on serait confronté avec des situations non souhaitées, on est ouvert à la concertation sociale. Oui, possible. La première semaine, déjà, on a invité le groupe de 10 pour dire, et c'est la première fois qu'un gouvernement l'a fait déjà si tôt dans la législature, pour dire, on a un vaste programme de réforme, mais on veut, sur chaque élément, faire le dialogue avec vous. Mais au Parlement, vous dites clairement, on fera ces réformes. Peu importe justement la grogne dans la rue, peu importe les syndicats. Donc là aussi, le message, il est clair. L'essentiel, on ne peut pas changer. Si on veut sauver la sécurité sociale, la viabilité du système, notre prospérité, il faut réformer en profondeur. Ça, c'est inévitable. Et il y a des détails, on peut changer. Des effets insouhaités, on peut changer. Mais l'essentiel, on va mettre en œuvre. Il y a un an, Bardo Wever, vous avez fait campagne sur justement un nettoyage quasiment, c'est les mots que vous utilisez, des finances de l'État. Vous avez dit que vous allez remettre en ordre le budget de la Belgique. Est-ce que vous allez savoir tenir cette promesse ? Je pense que oui, certainement à terme. Ce qui est important pour moi, si je quitte le 16, de laisser un budget qui est dur et sain. Ça veut dire qu'à politique inchangée, le budget va s'améliorer. Moi, comme cadeau de départ de Vivaldi, j'ai reçu un budget qui coule jusque le fond de la mer. C'est le Titanic. Donc notre effort devra être titanesque parce que l'effort de Vivaldi était titanique. On évolue vers un déficit de plus de 6% du PIB pour entité 1, c'est plus de 45 milliards. Avec chaque mesure qu'on prend, on essaye de renverser la courbe et d'aller en haut avec notre sous-marin budgétaire. Et ça va prendre plus d'une législature, ça j'ai toujours dit. Donc ça veut dire que votre objectif, 3% de dette, de déficit à la fin de la législature, vous n'arriverez pas à le tenir, vous le reconnaissez aujourd'hui ? Non, le cible reste d'évoluer vers 3% en 2030. Mais ce que j'avoue, avec la situation géopolitique qui a fortement changé et pas s'améliorer, aussi les dépenses qu'on doit faire pour la défense, la tâche est devenue encore beaucoup plus lourde. Et ce que je vous dis, c'est qu'il y a déjà des montagnes de travail dans l'accord de gouvernement. C'est des cols hors catégorie qu'on doit prendre avec l'accord de Pâques, encore l'accord pour le budget pour 2026, qu'après ces cols hors catégorie, je crains qu'on va découvrir encore un ou deux cols.
et que ce gouvernement devra continuer le travail dur jusqu'au dernier jour et qu'on devra se mettre d'accord sur encore des mesures pour améliorer notre situation. Vous l'avez évoqué, les dépenses de défense. La Belgique s'engage à contribuer à 2% de son PIB en investissement de défense, sauf qu'il reste 2 milliards à trouver. C'est l'argent magique? Où est-ce qu'il va arriver cet argent? Ça veut dire qu'il y a des efforts supplémentaires que vous allez devoir annoncer? C'est inévitable, c'est inévitable. On a fait la promesse déjà en 2014 au Pays de Galles d'aller vers le 2%, mais on ne l'a pas fait. L'Europe a fait la promesse, mais n'a rien fait. Donc maintenant, la situation géopolitique a tellement changé qu'on est obligé de faire le saut en un an. Hein. Donc on 4 milliards à trouver. 4 milliards à trouver. Pour cette année-ci, on va y arriver, mais on a fait l'accord dans le gouvernement de dire, bon, maintenant on peut le faire avec des one-shots, mais surtout avec des one-shots, mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a une trajectoire pour la défense et chaque année dans le budget, on devra faire l'effort de prendre les mesures pour prévoir des moyens structurels. Ça veut dire des nouvelles taxes? Ça veut dire des nouvelles économies? Ah, ça c'est une bonne question. Vous savez très bien que dans la coalition de 5, il y a certains qui disent pas de taxes, des autres qui vont dire pas dans la sécu, des autres qui disent pas de dette. Comme mais là on dit réforme des pensions, l'addition de toutes ces positions est impossible, donc le travail sera dur. Et donc réforme des pensions, réforme du travail, vous dites c'est pour justement assainir les finances de l'État, arriver vers ces 3% en fin de législature, mais là aujourd'hui vous dites ça ne sera pas suffisant. Il faudra encore d'autres mesures drastiques et structurelles. Malheureusement, avec les dépenses pour la défense, et aussi si M. Trump continue et va nous entraîner dans une guerre commerciale mondiale, j'ai craint qu'on est en grave difficulté et qu'on devra faire plus encore pour améliorer le solde, pour évoluer avec notre sous-marin. Pour moi, c'est ça l'essentiel, qu'on va vers le haut. Et qu'à politique inchangée, on continue à aller vers le haut parce qu'on a hérité un budget qui, à politique inchangée, coulait jusque le fond de la mer. Quand vous avez pris fonction, vous avez aussi émis une promesse aux citoyens qu'à la fin de la législature, il y aurait 500 € de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Là aussi, est-ce que c'est réaliste au regard de la dégradation des finances? Oui, en tout cas, avec toutes les réformes qu'on fait pour activer les gens, limiter le chômage dans le temps, on a biffé l'enveloppe bien-être, donc ça c'est le bâton pour agrandir la différence. Ça veut dire qu'on rabote les allocataires sociaux? Ah oui, parce que sous le Vivaldi, ils ont reçu une croissance des allocations de 10, même 12% au-dessus de l'index. Parce qu'il y avait une crise énergétique. Au-dessus de l'index. Les crises énergétiques, ça, on a réglé par l'index, je pense. C'est un système unique qui existe dans notre pays pour protéger le pouvoir d'achat. Mais on a ajouté encore des moyens. Pour moi, pas de problème. On n'avait pas ces moyens. Donc, on nous a laissé un budget terrible. Donc, on va corriger ça. Mais, et d'autre part, il y a aussi les carottes, c'est qu'on va à la fin, avec le tax shift et le tax cut, faire croître les revenus, les Mais pour bien comprendre la promesse, ça veut dire que c'est 500 € de cash en plus pour le travailleur, ou c'est l'écart entre son salaire et ceux qui ne travaillent pas? C'est l'écart. Donc on travaille dans les deux sens. Donc on fait des réformes et des économies dans la sécu, parce que c'est nécessaire, on doit le faire. C'est beaucoup trop facile d'être inactif dans notre pays. On est le seul pays où c'est encore un choix de vie de ne pas travailler. Donc, on va mettre fin à tout ça et devenir un pays normal, quoi. C'est pas un cauchemar d'être un pays normal. Et d'autre part, on va récompenser ceux qui bossent. Et certainement, les bas salaires et les salaires moyens, on va augmenter. Donc, l'écart entre ces deux va croître pendant la législature. Face à cette réforme du travail, du chômage, de grandes villes en Wallonie s'inquiètent de voir l'arrivée justement de certains exclus du chômage au CPS et de ne pas avoir les moyens du fédéral pour gérer cette situation au niveau communal. Là aussi, comment vous allez les rassurer? On a prévu une enveloppe pour récompenser les pouvoirs locaux parce que en fait, on s'attend à une certaine partie des gens qui sont maintenant au chômage qui vont se présenter au CPS. C'est possible. Est-ce qu'on va avoir les moyens d'accompagner aussi une partie entière peut-être. Donc on a voulu une enveloppe budgétaire pour récompenser les CPS et on a aussi prévu une enveloppe pour aussi refinancer les communes pour les frais de pension et notamment aussi une enveloppe en extra pour les grandes villes où les problèmes sociaux sont les plus grands. Encore un mot sur la question des salaires, l'indexation aussi. Il est question, vous avez acté, qu'on reporte d'un mois le paiement des salaires de la fonction publique lorsqu'il y a un saut d'index. Vous assumez que ce sera le cas pour toute la fonction publique, y compris les enseignants par exemple? Ça fait débat côté francophone.
Ce qu'on a décidé, c'est que dans le secteur public, donc ceux qui touchent de l'argent public, comme salaire ou comme allocation, il y a une période d'attente de 3 mois pour tout le monde. C'est une harmonisation, parce que dans certains cas, c'était déjà le cas. Hein? On évolue vers 3 mois. Je pense que c'est raisonnable quand on sait que dans le secteur privé, une belle partie du secteur privé, ce n'est qu'une fois par année. Donc 3 mois, je pense que ce n'est pas exagéré comme période d'attente de toucher l'index. Y compris pour les enseignants. C'est une mesure d'économie que le fédéral acte pour l'ensemble des niveaux de pouvoir. Ça, c'est notre intention, oui. Un mot sur la situation internationale. La crise à Gaza est catastrophique. Pas un jour sans qu'on voit des images d'enfants qui meurent de faim. Que fait la Belgique ? Premièrement, on doit dire que cette situation humanitaire est inacceptable. Israël, c'est un pays occidental, c'est un pays démocratique. Donc, Israël doit prendre la responsabilité de corriger cette situation. C'est inacceptable. Il bafoue le droit international, notamment le droit humanitaire. Voilà. Donc, et ça, c'est inacceptable. Donc, les images des gens qui souffrent, des citoyens innocents, des enfants, c'est inacceptable. On doit être clair là-dessus. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Une autre question est comment est-ce qu'on peut résoudre ce conflit? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que la Belgique pourrait faire un geste en reconnaissant l'État palestinien? L'accord de gouvernement est très clair. Il correspond au droit international où on veut aller vers la reconnaissance de la Palestine. Mais dans un certain cadre, la solution à 2 États. Et ça veut dire qu'une reconnaissance d'un État palestinien demande une autorité palestinienne qui est crédible, qui est démocratique. Ça veut dire qu'on doit démanteler Hamas totalement et libérer immédiatement les otages. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas cet élément-là, le moment opportun, c'est le texte de l'accord, mais ça, c'est le droit international. Il faut une autorité démocratique. C'est quand même le minimum. On ne va pas négocier avec des terroristes quand même. Hein. Ça, c'est l'obscurité. On ne va pas récompenser Hamas pour ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Donc, il faut une autorité démocratique palestinienne. Il faut une reconnaissance mutuelle Israël-Palestine. Il faut une implication des pays arabes autour d'Israël pour avoir une paix qui est durable. Et ça doit être le but. Faire des gestes symboliques, ça peut être très intéressant pour l'opinion publique ici, mais ça ne va pas aider à la réalité sur le terrain. Et l'accord de gouvernement est clair là-dessus. 4 partis de votre gouvernement, y compris votre parti, la NVA, veulent aller plus loin et veulent cette reconnaissance vu le contexte. Non, la NVA dit simplement ce qui est dans l'accord de gouvernement et c'est ce qu'on a toujours dit. C'est la solution à 2 États. Vorreut? Je constate que c'est normal qu'il y a une différence d'opinion, que je le connaissais déjà pendant les négociations. On a beaucoup parlé à ce sujet. Et on a fait un texte qui est l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement est clair et correspond au droit international. Il y a certains qui veulent aller plus loin, je le sais, mais ce n'est pas prévu dans l'accord de gouvernement. Et je pense que pour ça, c'est utile si on pourrait prendre une initiative. Et une initiative, ce n'est pas un geste symbolique, à mon avis, à mon humble avis. On doit faire plus que ça. Et c'est pour ça que je suis allé à Paris pour parler au président Macron, pour savoir un peu plus quelle est son intention avec la conférence qu'il veut organiser en juin à New York. Et vous soutiendrez sa position lors de cette conférence en juin? Oui, il m'a promis de m'envoyer le texte avec les détails et j'ai l'intention de présenter ce texte au sein du gouvernement pour dire est-ce qu'on peut suivre cette initiative. Je pense que c'est une initiative utile. Ce qu'il a dit correspond à ce qui est dans notre accord de gouvernement. Il ne faut jamais récompenser la masse pour ce qu'ils ont fait. 7 octobre a mené à la guerre. La guerre mène à une reconnaissance unilatérale de la Palestine. Donc 7 octobre a mené à la reconnaissance de la Palestine unilatérale. Ça, on ne va pas faire. Il y a des réserves, il y a des conditions. Mais simplement dire qu'il y a des conditions sans rien, ça ne suffit pas. Il faut prendre une initiative. J'ai parlé à mon collègue Dixhoff et il a expliqué ce que Macron a dit. Il était très intéressé. Et je crois que la seule initiative qui pourrait aller vers un résultat, c'est une initiative européenne. Il faut éviter que chaque pays fait quelque chose. Il faut parler avec une voix. Et M. Macron, qui a pris le lead de l'Europe dans certaines questions géopolitiques, il est très bien placé pour mener cette initiative aussi. Et moi, j'ai l'ambition de le suivre si le texte correspond à ce qu'il m'a dit à Paris. Bart De Wever, nous sommes ici dans la salle de votre gouvernement, 5 partis, dont le Parti socialiste flamand, Conor Rousseau de Vorreut, qui fait une partie d'opposition de l'intérieur. Régulièrement, il sort dans le... Est-ce que vous craignez de vivre ce que le gouvernement précédent a connu, où en fait on avait des présidents de partis qui jouaient les snipers à l'extérieur du gouvernement? Il ne faut pas se faire des illusions. La Belgique reste un pays très compliqué, donc avec 5 partis, pour nous,
c'est déjà simple, mais ça reste très compliqué. Il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, il y a des partis de centre qui sont tous dedans. Donc il y a deux communautés avec deux opinions publiques qui sont différentes, vous le savez. Toujours on va être confronté à des différences d'opinion et des expressions qui vont dans tous les sens. Pour moi, l'essentiel, c'est ce qui est dans l'accord de gouvernement et la capacité de mettre en œuvre, c'est ce qui est dans l'accord de gouvernement. Ça, c'est ma tâche, de faire ça et de garder la coalition sur ce chemin. Ce qui rythme les débats, c'est régulièrement qui va supporter l'effort. Il y a la question des plus-values boursières. Est-ce qu'on va faire contribuer les épaules les plus larges, justement, à l'effort collectif? C'est ce que mettent en avant régulièrement, notamment les socialistes flamands. Là aussi, on a l'impression qu'en fait, l'accord ne tient vraiment plus, ou en tout cas est en train déjà de se démanteler. Non, pas du tout. On a prévu un montant de 2 milliards dans le tax shift. Si on veut récompenser ceux qui bossent, l'argent doit venir de quelque part. On a prévu une enveloppe de 2 milliards de revenus, soi-disant épaules les plus larges. Et il y a plusieurs mesures dans l'accord de gouvernement qu'on doit mettre en œuvre. Une de ces mesures, c'est la taxe sur les plus-values. On va le mettre en œuvre. On va le mettre, il y a un accord, il doit y avoir encore un accord, ça sera l'accord de l'été? Il y a un texte dans l'accord de gouvernement, mais dans cette loi ou dans le projet de loi, on doit encore faire un accord sur chaque modalité de cette taxe. Je pense que ce travail doit se faire d'ici l'été, et je suis optimiste qu'on va... Avant l'été? Reste 2 mois, quoi. Ce serait, allez, pour moi, le meilleur timing, c'est de le faire avant l'été, parce que c'est nécessaire pour le budget de 2026. On a prévu les revenus en 2026, puisque c'est une nouvelle forme de fiscalité. C'est difficile de mettre en œuvre, hein, donc tout le monde doit se préparer. Les banques doivent se préparer pour le mettre en œuvre. Donc un délai de 6 mois, c'est pas exagéré, c'est même court. Donc prendre la décision avant l'été pour avoir les revenus en 2026, ça me semble le délai préférable. Un mot encore sur un des obstacles devant vous, c'est la question de l'île énergétique, vantée par le précédent gouvernement, dont les coûts explosent. C'est tout simplement x4, on passe de 2 milliards à 8 milliards. Là aussi, est-ce qu'on va remettre ça dans le placard? Je pense que l'île énergétique, la première phase, les travaux ont démarré. Ouais. Oui, et on va l'achever parce qu'on l'a besoin pour l'énergie offshore, mais aussi pour la connexion avec le Royaume-Uni. Donc ça me semble certain. Mais les prochaines phases prévues par Mme Van der Straten, qui a totalement sous-estimé les coûts et qui a totalement surestimé le timing et les gains, ça n'est plus sûr. Donc, ça veut dire qu'on peut démanteler une partie? Et je pense qu'on ne le fera pas. Avec tout ce que je sais maintenant, je dirais plutôt qu'on ne le fera pas. Et on peut démanteler une partie, justement, d'un projet aussi gigantesque? Oui. La première fois suffit. La première phase de l'île énergétique suffit pour avoir la prise sur la mer, comme on le dit en flamand, d'un part, et la connexion avec le Royaume-Uni. Et ça, c'est l'essentiel du dossier. Un mot pour terminer. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces 100 jours, en tant que Premier ministre? Comment les jours filent ici. J'ai vraiment l'impression que je suis sur des montagnes russes chaque jour. Donc j'arrive ici le matin, je pars le soir, chaque jour avec l'idée que j'ai encore énormément de boulot à faire. Avec le sentiment que vous allez savoir arriver jusqu'au bout? Oui, c'est notre devoir d'arriver jusqu'au bout et de faire le maximum pour mettre en œuvre l'accord de gouvernement, mais après ce col hors catégorie, encore essayer de monter les autres cols hors catégorie. Ça veut dire que vous n'êtes pas certain d'y arriver? On n'est jamais certain. Je suis optimiste qu'on sera capable de mettre en œuvre l'accord de gouvernement, parce qu'on a conclu l'accord de Pâques et c'était déjà une montagne de travail. C'est 300 pages de texte juridique qu'on a traduit. C'est énorme. Donc là-dessus, je suis optimiste. Mais chaque mesure en extra, c'est encore à négocier. Et je sais très bien que la coalition est compliquée et que ça va dans tous les sens. Et donc, ça reste un défi énorme. Et je dois avouer que parfois, cela m'empêche déjà de m'endormir. Merci pour cet entretien. Merci à vous.